ma famille a délibérément oublié ma remise de diplôme. Alors, sans réfléchir, j'ai changé de nom et je ne suis jamais revenu. Et cette décision a tout changé. Je me souviens encore de la nuance exacte de bleu du ciel, ce matin-là. Sans nuages, éclatant, presque moqueur dans sa perfection. Le 17 mai, le jour où j'étais censé traverser la Seine pour recevoir mon diplôme de médecine, après 8 années éreintantes combinant études de premier cycle et faculté de médecine. Le jour que toute ma famille connaissait depuis des mois. Le jour qu'ils ont choisi d'oublier. Mon nom était Tiffany Robertson, à l'époque. 26 ans, dans les 5% meilleurs de ma promotion à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins, et si naïf que je croyais vraiment que les liens du sang signifiaient quelque chose. J'avais réservé 12 places pour ma famille dans l'auditorium. 12. Mes parents, Howard et Cecilia, mon frère aîné, Grant, et sa femme, Nathalie, ma sœur cadette, Paige, ma grand-mère, Dorothy, ma tante, Florence, et mon oncle, Raymond, mes cousins, Trevor et Bridget, et 2 sièges supplémentaires, car je pensais sincèrement que quelqu'un pourrait vouloir amener un ami ou un partenaire que je ne connaissais pas. La cérémonie commençait à 10 heures du matin. À 9h45, je me tenais devant l'auditorium en tenue de cérémonie, mon téléphone collé à l'oreille, écoutant la sonnerie, encore et encore. Personne ne répondait. Ni ma mère, ni mon père, ni Grant, ni Paige. J'ai appelé 11 fois au total. 11 fois, j'ai entendu les messages automatiques de personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Le docteur Whitfield, ma conseillère pédagogique, m'a trouvé en larmes dans les toilettes, 20 minutes avant que je ne doive me mettre en rang avec ma promotion. « Tiffany, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce et pleine d'inquiétude. Je ne pouvais même pas formuler de mots. Je lui ai juste montré mon téléphone, le journal d'appel, les SMS désespérés que j'avais envoyés et qui étaient tous restés sans réponse. Elle m'a tendu des mouchoirs et m'a dit quelque chose que je garderai en moi pendant des années, les gens qui sont présents pour vous, voilà votre vraie famille. Parfois, cela n'a rien à voir avec la génétique. J'ai traversé cette scène seule. Quand ils ont appelé mon nom, quand ils ont annoncé que j'avais obtenu mon diplôme avec mention et que je commencerai mon internat en chirurgie générale à l'hôpital général du Massachusetts, il n'y a eu aucune explosion de joie provenant d'une section familiale désignée. Juste les applaudissements polis d'inconnus, et l'écho creux de mes propres pas. Le doyen m'a serré la main et s'est penché légèrement. Félicitations, Dr Robertson. Vous devriez être immensément fier. J'ai réussi à sourire, à hocher la tête, à suivre les mouvements comme une personne qui ne venait pas d'être anéantie par sa propre famille. La mémoire musculaire m'a porté à travers la scène et jusqu'à mon siège, où je suis resté assise pendant les 2 heures restantes de la cérémonie, ne ressentant absolument rien du tout. Une femme que je connaissais à peine, une camarade de classe nommée Priya, qui avait été dans mon laboratoire d'anatomie 4 ans plus tôt, a remarqué mon expression vide alors que nous sortions de l'auditorium. « Et, ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Urgence familiale, ai-je menti, car la vérité était trop humiliante pour être dite à voix haute. Ils n'ont pas pu venir. Le visage de Priya s'est adouci de sympathie. C'est terrible. Tu veux venir déjeuner avec ma famille? Ma grand-mère a préparé beaucoup trop de nourriture, et elle sera vexée si nous n'amenons pas de personnes supplémentaires. La gentillesse d'une quasi-inconnue, offerte si nonchalamment, a failli me briser. J'ai décliné aussi gracieusement que possible, prétextant le besoin de vérifier certaines choses à la maison. Mais j'ai gardé ce moment avec moi pendant des années, comme la preuve que la décence humaine la plus élémentaire existait dans le monde, même si elle n'avait pas trouvé son chemin jusqu'à ma famille proche. Dans ma voiture, avant de conduire vers Bethesda, je me suis assise dans le parking et je me suis accordé exactement 5 minutes pour m'effondrer. J'ai sangloté jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal et que mes yeux soient si enflés qu'ils pouvaient à peine s'ouvrir. Ensuite, j'ai retouché mon maquillage dans le rétroviseur, j'ai redressé ma toge doctorale, et j'ai conduit vers une confrontation qui, je le savais, allait tout changer. Le problème avec le déni, c'est qu'il nécessite un entretien constant. Il faut choisir activement, chaque jour, de ne pas voir les schémas qui définissent votre vie. En conduisant dans ces rues familières, en passant devant les monuments d'une enfance passée perpétuellement dans l'ombre de quelqu'un d'autre, j'ai senti mon déni se fissurer comme la glace au printemps. Il y avait l'école primaire où j'avais gagné le concours d'orthographe en CM1, un trophée que ma mère avait accidentellement jeté lors d'un grand nettoyage. 2 rues plus loin, le cabinet de l'orthodontiste où l'on m'avait retiré mon appareil dentaire,
le même jour où Pej avait piqué une crise parce que son premier petit ami l'avait largué, ce qui signifiait que mon grand moment était passé complètement inaperçu. Le centre communautaire où j'avais joué un récital de piano à 12 ans, un nocturne de Chopin que j'avais répété pendant 6 mois, tandis que mes parents envoyaient des SMS dans le public à propos du dernier drame de Pej avec son groupe d'amis. 26 ans à être une pensée secondaire. 26 ans à accepter des miettes d'attention, en me convainquant que c'était des festins. 26 ans à croire que si seulement je réussissais assez, si j'excellais assez, si je me prouvais assez, quelqu'un finirait par se retourner et me voir. Après la cérémonie, mes camarades de classe étaient entourés de parents tenant des fleurs et des ballons. Marcus Chen, qui avait à peine réussi ses études, avait 17 personnes présentes pour lui. 17. Sa grand-mère était venue de Taïwan. Pendant ce temps, je me tenais seul près de la sortie, actualisant encore mon téléphone, espérant toujours une explication qui aurait un sens. L'explication est arrivée 3 heures plus tard, lorsque j'ai finalement conduit les 45 minutes jusqu'à la maison de mes parents à Bethesda. Je les ai trouvés dans le jardin. Tous. Chaque personne que j'avais invitée à ma remise de diplôme était là, réunie autour d'une table décorée, célébrant les fiançailles de ma sœur Pej avec son petit ami, Mitchell. Des fiançailles qui avaient apparemment eu lieu la nuit précédente. Des fiançailles qui, d'une manière ou d'une autre, avaient éclipsé la réussite académique la plus importante de toute ma vie. Tiffany m'a repéré ma mère en premier, sa coupe de champagne levée à mi-parcours d'un toast. Tu es là. Viens fêter ça avec nous. Pej va se marier. Je me suis tenu au bord de la terrasse, portant toujours ma tenue de cérémonie, car je n'étais même pas rentré chez moi pour me changer. La toge doctorale sur mes épaules m'a soudain semblé être un déguisement, quelque chose de ridicule et de déplacé dans cette fête de fiançailles improvisée qui avait volé ma journée. Ma remise de diplôme, c'était aujourd'hui. Les mots sont sortis plats, sans émotion. J'ai vu la prise de conscience scintiller sur plusieurs visages. L'expression de mon père a changé de manière presque imperceptible, avant de redevenir neutre. Grant a pris une longue gorgée de sa bière. Pej a carrément levé les yeux au ciel. Oh, ma chérie. Ma mère a posé son verre et s'est approchée de moi avec ce sourire condescendant que je connaissais si bien. Nous allions t'appeler. Mitchell a fait sa demande hier soir, complètement à l'improviste, et Pej voulait que tout le monde soit là ce matin pour fêter ça. On s'est dit que tu comprendrais. Les cérémonies de remise de diplôme sont si longues et ennuyeuses de toute façon, et ce n'est pas comme si tu avais besoin de nous. Tu as toujours été si indépendante. J'ai regardé ma famille, les guirlandes, le gâteau et les bouteilles de champagne, ma grand-mère qui évitait mon regard, ma tante Florence qui est soudainement devenue très intéressée par sa manucure, Grant qui a haussé les épaules quand j'ai croisé son regard, comme pour dire « À quoi tu t'attendais ?» Et le fait est, qu'une partie de moi s'attendait exactement à cela, car ce n'était pas la première fois que Pej avait la priorité. Ce n'était même pas la 100e fois. Quand j'avais 14 ans et que j'ai gagné le concours de sciences de l'État, nous avons célébré en allant au récital de danse de Pej. Quand j'ai été accepté à Johns Hopkins avec une bourse complète, mes parents ont organisé la fête des 16 ans de Pej le même week-end et m'ont dit que nous fêterions mon admission au plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. Quand j'ai passé mon MCAT avec un score dans le 98e percentile, Pej a annoncé qu'elle changeait de spécialité pour la 3e fois, et cela a monopolisé les conversations du dîner pendant des semaines. Toute ma vie, j'avais été la responsable, la surdouée, la fille qui ne causait jamais de problème. Et toute ma vie, cela avait signifié que j'étais invisible. Pej était dramatique, exigeante, le genre de personne qui aspirait tout l'oxygène de chaque pièce. Mes parents avaient passé tant d'années à gérer ses humeurs et à satisfaire ses caprices qu'ils avaient simplement oublié que j'existais. Mais là, debout sur cette terrasse, regardant ma famille porter un toast aux fiançailles de Pej alors que je portais la preuve physique de 8 ans de sacrifice autour de mon cou, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je suis indépendante. Merci de me l'avoir rappelé. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Ma mère m'a appelé, disant quelque chose sur le fait que j'étais dramatique et que je gâchais le moment spécial de Pej, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit directement au palais de justice le lendemain matin. Le processus pour changer légalement de nom est étonnamment banal, des formulaires, des frais, une date d'audience, un juge qui a à peine levé les yeux de ses papiers avant d'approuver ma requête. En 6 semaines, Tiffany Robertson a cessé d'exister telle qu'elle était. À sa place se tenait le docteur Tiffany Walker,
un nom que j'avais choisi délibérément. Walker, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui continue d'avancer. J'avais déjà prévu de déménager à Boston pour mon internat. Maintenant, ce déménagement devenait une réinvention complète. J'ai changé de numéro de téléphone, supprimé tous mes réseaux sociaux, fait suivre mon courrier à une boîte postale, et n'ai laissé aucune nouvelle adresse. J'ai informé une seule personne de mon ancienne vie de ce changement, le Dr Whitfield, qui avait été plus une mère pour moi en 4 ans que Cecilia Robertson ne l'avait été en 26. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle quand je lui ai expliqué ma décision. « Il ne me remarquait pas quand j'étais là », ai-je répondu. « Voyons combien de temps il leur faudra pour remarquer que je suis parti. » La réponse fut 3 mois. J'ai reçu un email à mon adresse professionnelle en août, juste au moment où mon internat en médecine d'urgence consumait chaque heure de ma vie. L'expéditeur était Grant, et le message était bref, « Maman dit que tu ne réponds pas à ses appels. Elle est contrariée. Peux-tu juste t'excuser pour qu'on puisse passer à autre chose ? L'organisation du mariage de Paige est déjà assez stressante sans tes drames. » Je l'ai supprimé sans répondre. La communication suivante est arrivée en octobre, un message vocal sur la ligne générale de l'hôpital, de mon père. « Tiffany, ce traitement silencieux est ridicule. Ta mère est morte d'inquiétude. Tu dois appeler à la maison immédiatement. » J'ai demandé à l'assistante administrative de l'informer que personne du nom de Tiffany Robertson ne travaillait dans cet hôpital. Ce n'était même pas un mensonge. En décembre, mon ancienne vie me semblait être un mauvais rêve. J'étais maintenant le Dr Walker, une interne qui travaillait 90 heures par semaine, sauvait des vies, et rentrait dans un petit appartement à Cambridge où les besoins de personne ne primaient sur les miens. J'ai passé Noël avec 3 autres internes qui avaient aussi des situations familiales compliquées. Nous avons mangé de la nourriture thaïlandaise, regardé de mauvais films, et ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. C'étaient les meilleures vacances que j'ai jamais passées. Le silence du Maryland a continué pendant près de 2 ans. J'ai construit une existence entièrement nouvelle pendant ce temps, des amis qui me choisissaient non par obligation, mais parce qu'ils appréciaient sincèrement ma compagnie, une carrière qui me mettait au défi intellectuellement et me comblait émotionnellement, une estime de moi qui n'était pas définie par le fait d'être la fille responsable, la sœur négligée, la laissée pour compte de la famille. Et puis, un mardi de mars, au cours de ma 3e année d'internat, ma grand-mère Dorothy est décédée. Je l'ai appris grâce à une alerte Google que j'avais configurée des années plus tôt, une manière passive de surveiller si quelqu'un de mon ancienne vie avait essayé de me retrouver. La nécrologie était courte, listant les survivants, y compris les petites filles Paige Robertson Mitchell et Tiffany Robertson. Sauf que Tiffany Robertson n'existait plus, et personne de ma famille n'avait essayé de m'informer. J'ai envisagé d'aller à l'enterrement. Pendant environ 1 heure, j'ai pesé cette possibilité, l'examinant sous tous les angles. Ma grand-mère avait été gentille avec moi, à sa manière discrète. Elle m'avait donné de l'argent pour des manuels quand j'ai commencé la fac de médecine, de l'argent qu'elle m'avait demandé de ne pas mentionner à mes parents. Elle était venue à ma cérémonie de la blouse blanche quand personne d'autre ne s'était donné la peine. Mais elle avait aussi été là, ce jour-là. Elle avait été à la fête de fiançailles de Paige, assise sur une chaise qui aurait dû être occupée à ma remise de diplôme. Elle avait fait un choix, comme tout le monde. Je n'y suis pas allé. 2 semaines après l'enterrement, un détective privé s'est présenté à l'hôpital général du Massachusetts, demandant après le docteur Tiffany Robertson. Je le sais parce que ma collègue, le docteur Keisha Warren, l'a mentionné pendant le déjeuner, en riant de la façon dont la famille d'une pauvre femme avait apparemment engagé un détective pour la retrouver. C'est fou, non, a dit Keisha, en mordant dans son sandwich. Imagine être si brouillé avec ta famille qu'ils doivent engager un professionnel pour te trouver. Fou, ai-je convenu, et j'ai discrètement commencé à prendre des précautions supplémentaires concernant mes informations personnelles. Le détective n'a jamais trouvé le docteur Tiffany Walker. Il avait cherché dans les bases de données des licences médicales et les registres des anciens élèves sous mon ancien nom, sans jamais penser à croiser les descriptions physiques ou les années de diplôme avec les médecins nouvellement diplômés. Le temps que mes parents pensent à essayer une approche différente, des années avaient passé et la piste s'était refroidie. Ils se sont présentés sans préavis un samedi après-midi, se tenant dans le hall de mon immeuble alors que je revenais d'un service de 12 heures. Ma mère avait considérablement vieilli depuis les 3 ans où je ne l'avais pas vue. Des rides de stress grises encadraient sa bouche. Mon père semblait plus petit, en quelque sorte diminué. Pendant une fraction de seconde, j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, qui aurait pu être de la sympathie.
Votre portier ne nous a pas laissé monter, a dit ma mère, sa voix portant cette note d'accusation familière. Nous attendons depuis 2 heures. Bon portier. Cécilia a tressailli comme si je l'avais giflé. Tiffany, ça a assez duré. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement disparaître. En fait, si. Et c'est Dr. Walker maintenant. Le visage de mon père a rougi. C'est quoi ces bêtises? Ton nom est Robertson. Notre nom. Plus maintenant. Je l'ai fait changer légalement peu après ma remise de diplôme. Tu te souviens de ma remise de diplôme, n'est-ce pas? Celle que vous avez manquée pour une fête de fiançailles. Le silence qui a suivi était presque satisfaisant. Presque. Surtout, je me sentais juste fatigué. L'épuisement d'un long service, aggravé par le fardeau émotionnel d'affronter un passé que j'avais tant travaillé à laisser derrière moi. Nous ne l'avons pas manqué, a finalement dit ma mère. Nous avions juste un imprévu. Paige avait besoin de nous ce jour-là, et nous avons pris une décision. Tu as toujours été si autonome, Tiffany. Nous savions que tu t'en sortirais. Dr. Walker, ai-je corrigé automatiquement. Et vous avez raison. Je m'en suis sorti. Je vais bien. Mieux que bien, en fait, maintenant que je ne suis plus constamment négligé par des gens qui sont censés m'aimer. Nous t'aimons, a interjeté mon père, bien qu'il ne puisse pas tout à fait croiser mon regard. Tu es notre fille. J'ai été votre fille pendant 26 ans. J'ai été votre fille qui avait d'excellentes notes, qui ne causait jamais de problème et qui avait 3 emplois pour aider à payer mes frais de subsistance, parce que vous aviez dépensé mes économies universitaires pour la voiture de Paige après qu'elle ait détruit la sienne pour la 2e fois. J'ai été votre fille qui s'asseyait dans les salles d'attente pendant que vous assistiez aux rendez-vous de thérapie de Paige, aux visites d'université de Paige, et à tout ce qui concernait Paige. J'ai été votre fille qui vous a regardé la choisir, à chaque fois, dans chaque situation, sans faute. Ma voix est restée stable tout au long de ce discours. Je l'avais répété assez de fois dans ma tête, pendant les nuits d'insomnie, les longs trajets, et les moments de calme où le passé me rattrapait sans y être invité. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Paige avait des difficultés. Elle avait besoin de plus de soutien. Tu as toujours été si capable. Et comment, exactement, aurais-je pu être autre chose? Que serait-il arrivé si j'avais eu des difficultés? Si j'avais eu besoin de plus de soutien? Auriez-vous soudainement développé la capacité de me voir? Ou m'auriez-vous simplement envoyé dans ma chambre pendant que vous gériez la dernière crise de Paige? Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Je vous voulais à ma remise de diplôme, ai-je continué, ma voix baissant d'un ton. Non pas parce que j'avais besoin de validation, non pas parce que je n'étais pas assez indépendante pour le gérer seule. Je vous voulais là parce que c'était important pour moi, et je pensais que j'étais importante pour vous. Mais je ne l'étais pas. Je ne l'ai jamais été. Et plus tôt j'acceptais cela, plus tôt je pouvais arrêter d'attendre quelque chose qui n'arriverait jamais. Ma mère s'est mise à pleurer, de grosses larmes dramatiques qui m'ont rappelé inconfortablement Paige. Mon père a passé son bras autour d'elle, murmurant des paroles de réconfort, et je les ai regardées former une unité qui ne m'avait jamais incluse. Nous voulons que tu rentres à la maison, a finalement dit mon père, pour Pâques. Paige est enceinte, et elle veut que toute la famille soit là. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Après tout, après s'être présenté sans préavis et m'avoir confronté avec 3 ans de colère abandonnée, leur argument concernait toujours Paige. Félicitez Paige de ma part, et dites-lui qu'elle devra fêter ça sans moi. Tout comme j'ai fêté ma remise de diplôme sans vous. Ma mère m'a attrapé le bras alors que j'essayais de passer. Sa prise était étonnamment forte, désespérée d'une manière que je n'avais jamais connue de sa part. Tiffany, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, sur les ongles manucurés et l'alliance qu'elle portait depuis 35 ans, sur la manifestation physique d'un lien que j'avais passé ma vie à essayer de ressentir. Cela signifiait tout pour moi, ai-je dit doucement. C'était ça, le problème. Cela signifiait tout pour moi, et presque rien pour vous. Mon père s'est avancé, se positionnant entre ma mère et moi, dans cette posture familière de pacificateur que je connaissais si bien. Calmons-nous tous. Nous pouvons en parler comme des adultes. Nous n'allons parler de rien. Vous avez eu 26 ans pour me parler, pour me voir, pour me traiter comme si j'avais de l'importance,
ne serait-ce qu'une fraction de l'importance de Paige. Vous avez choisi de ne pas le faire, et maintenant je choisis de ne plus prétendre que c'est acceptable. C'est cruel, a murmuré ma mère, les larmes coulant sur son visage. Tu es délibérément cruel. L'accusation a atterri exactement là où elle le voulait, dans l'endroit sensible où vivait ma culpabilité. Pendant un instant, j'ai hésité. C'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé, nourri, m'avaient donné un toit. Est-ce que cela ne valait pas quelque chose? Ne leur devais-je pas un respect de base, une considération de base, un pardon de base? Mais ensuite, je me suis souvenu d'être assise seule dans cet auditorium. Je me suis souvenu du silence là où leurs acclamations auraient dû être. Je me suis souvenu de chaque récital, de chaque cérémonie de remise de prix, et de chaque étape importante qu'ils avaient manquée. Chaque fois qu'ils avaient choisi le chaos de Paige plutôt que mes réussites, chaque moment où je m'étais faite plus petite pour éviter d'être un fardeau. Vous m'avez appris qu'être cruel envers quelqu'un, c'était de ne pas être là pour lui quand ça comptait, ai-je répliqué. J'ai appris cette leçon auprès d'experts. Je suis passé devant eux, j'ai utilisé ma carte clé pour accéder à l'ascenseur, et je suis monté seul à mon appartement. À travers la fenêtre du hall, je pouvais voir ma mère gesticuler sauvagement, mon père essayant de la calmer. Aucun d'eux n'a levé les yeux vers l'immeuble, essayant de deviner quelle fenêtre pourrait être la mienne. Ils n'avaient jamais été très doués pour me chercher. Le printemps a laissé place à l'été, et mon internat a poursuivi ses exigences implacables. J'ai terminé ma 5e année en tête de ma promotion et j'ai accepté une bourse de recherche en traumatologie et soins intensifs au Boston Medical Center. Ma carrière s'épanouissait d'une manière que je n'avais jamais osé imaginer. Ma vie personnelle s'est également épanouie. Je sortais avec un ingénieur en dispositifs médicaux nommé Victor depuis environ un an, un homme gentil et attentionné qui m'écoutait quand je parlais et qui était présent quand il le disait. Des choses simples, vraiment, le strict minimum de la décence humaine. Mais après une vie passée à être négligée, l'attention constante de Victor me semblait révolutionnaire. Il m'a demandé en mariage sur un sentier de randonnée dans le New Hampshire, sortant une bague au sommet du mont Lafayette, alors que je transpirais à grosses gouttes et avais désespérément besoin d'eau. Ton timing est terrible, lui ai-je dit, en riant à travers mes larmes. Je sais. C'est pourquoi j'ai apporté du champagne. Il a sorti une petite bouteille de son sac à dos, à peine tiède de la randonnée. Je me dis que si nous devons faire ça, nous devrions commencer comme nous avons l'intention de continuer, imparfait, mais en essayant. Nous nous sommes mariés en octobre, lors d'une petite cérémonie dans un vignoble près de Boston. J'ai invité 28 personnes, toutes des amies que je m'étais fait depuis que j'étais devenu le docteur Walker. Les parents de Victor sont venus de Californie, et sa mère m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Merci de rendre notre fils si heureux, a-t-elle murmuré. Je n'ai invité personne du Maryland. Paige a appris mon mariage par Facebook, de toutes les choses possibles. Un des cousins de Victor avait identifié une photo de la réception, et par une coïncidence algorithmique, elle était apparue sur le fil d'actualité de ma sœur, malgré notre absence de lien. L'email qu'elle a envoyé était typique de Paige, un mélange de victimisation et d'accusation, je n'arrive pas à croire que tu te sois marié sans nous le dire. Maman a pleuré pendant 3 jours. Papa ne parle presque plus. Grand-mère Dorothy serait si déçue de toi. Tu as déchiré cette famille, Tiffany. Et pourquoi? Parce que nous avons manqué une remise de diplôme. C'était il y a des années. Les gens normaux pardonnent et passent à autre chose. Tu as besoin d'une aide psychologique sérieuse si tu t'accroches encore à quelque chose d'aussi mesquin. J'ai lu l'email 2 fois, puis je l'ai archivé sans répondre. Il n'y avait rien à dire. Paige ne comprendrait jamais quel était le symptôme, pas la maladie. Le vrai problème était un système familial qui m'avait appris depuis ma naissance que mes besoins n'avaient pas d'importance, que mes réussites étaient des inconvénients, que ma présence était facultative. Victor m'a trouvé dans notre bureau ce soir-là, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Tout va bien? Ma sœur a envoyé un email à propos du mariage. Elle est contrariée que nous ne les ayons pas invités. Il s'est assis à côté de moi, prenant ma main. Tu veux en parler? Pas vraiment. Je trouve juste fascinant que même maintenant, même après tout, elle pense encore que c'est à propos d'une seule remise de diplôme. Elle ne voit vraiment pas le schéma. Aucun d'eux ne le voit. Est-ce que ça changerait quelque chose s'ils le voyaient? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Si mes parents se présentaient demain avec un remords sincère,
avec une reconnaissance de décennies de négligence, est-ce que ça changerait quelque chose? Le pourrait-il? Probablement pas, ai-je admis. Le mal est fait. Et honnêtement, ma vie est meilleure maintenant qu'elle ne l'a jamais été quand ils en faisaient partie. Ça semble dur, mais c'est la vérité. Victor a serré ma main. Alors, concentre-toi peut-être sur ça. La vie que tu as construite. Les gens qui sont réellement présents pour toi. Il avait raison. Il avait généralement raison. 2 autres années ont passé. J'ai terminé ma bourse de recherche et j'ai accepté un poste de titulaire en chirurgie traumatologique à l'hôpital Brigham and Women's. La société de Victor est entrée en bourse, nous rendant riches de manière inattendue, d'une façon qui semblait encore irréelle. Nous avons acheté une maison à Brookline avec un jardin, un bureau à domicile, et une chambre d'amis que nous avons commencé à appeler la future chambre de bébé. La lettre est arrivée un jeudi de novembre, sur du papier à en-tête officielle d'un cabinet d'avocats de Bethesda. Mon père était décédé. Crise cardiaque, soudaine et massive, sur le parking d'une épicerie. Il avait 67 ans. La lettre provenait de l'avocat de Howard Robertson, m'informant que j'étais mentionné dans son testament et demandant ma présence à la lecture. Elle était adressée au docteur Tiffany Walker, au bureau administratif de mon hôpital, ce qui signifiait que quelqu'un avait fait ses recherches. Je suis resté assise avec cette lettre pendant un long moment. Mon père et moi n'avions jamais été proches, même avant la rupture. C'était un homme silencieux, éclipsé par la personnalité de ma mère et dépassé par les exigences de Paige. Dans mes souvenirs, il existait principalement en arrière-plan, une présence plutôt qu'un participant. Il ne m'avait jamais activement blessé comme ma mère, mais son acceptation passive de mon invisibilité était une blessure en soi. Et maintenant, il était parti, et je n'aurais jamais la chance de le confronter, d'exiger des réponses, de le forcer à voir ce que son silence avait causé. Victor m'a trouvé en larmes dans le jardin 1 heure plus tard, la lettre froissée dans mon poing. Ton père? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Tu veux aller à l'enterrement? Non. Le mot est sorti, rauque mais certain. Je ne veux voir aucun d'eux. Je ne veux pas faire semblant de pleurer avec des gens qui n'ont jamais pleuré mon absence. Et pour la lecture du testament? Cela m'a fait hésiter. Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à être incluse. Nous sommes séparés depuis 5 ans. Peut-être qu'il se sentait coupable. Peut-être que c'était sa façon de se racheter. J'ai pensé à mon père, à son évitement, à son silence, et à sa capitulation sans fin face aux besoins de tous les autres. Se racheter aurait nécessité un courage qu'il n'a jamais possédé. Mais laisser quelque chose dans un testament, un geste qui ne pouvait être ni contesté ni débattu, qui ne demandait que le courage de savoir qu'il ne serait pas en vie pour en affronter les conséquences, ça ressemblait tout à fait à Howard Robertson. La lecture du testament a eu lieu 2 semaines plus tard, dans une salle de conférence qui sentait le vieux café et la moquette neuve. Je suis arrivé tôt, délibérément, et je me suis assise dans un coin qui me donnait une vue sur la porte. Ma mère est entrée la première, s'appuyant lourdement sur le bras de Grant. Elle avait l'air terrible, vidée par le chagrin d'une manière qui la faisait paraître des décennies plus âgée. Paige est arrivée ensuite, visiblement enceinte et soutenue par son mari, Mitchell. Aucun d'eux ne m'a remarqué immédiatement. Pourquoi l'aurait-il fait? Il ne me cherchait pas. L'avocat s'est raclé la gorge. Maintenant que tout le monde est présent, nous pouvons commencer. Tout le monde. La tête de ma mère a pivoté, balayant la pièce. Ses yeux m'ont trouvé, et son visage a traversé une série compliquée d'expressions, choc, espoir, colère, chagrin. Tiffany. Docteur Walker, ai-je corrigé, pour ce qui m'a semblé être la 1000e fois. Tu es venu. Elle a commencé à s'avancer vers moi, les bras tendus, et j'ai levé une main pour l'arrêter. Je suis venu pour la lecture. Rien d'autre. L'avocat est intervenu en douceur, dirigeant tout le monde vers leur siège. Ce qui a suivi était exactement ce à quoi je m'attendais. La maison revenait à ma mère, ainsi que la majeure partie de la succession. Grant recevait la collection de voitures de mon père et quelques comptes d'investissement. Paige a eu des bijoux, des meubles, et un don en espèces substantielles pour aider avec le nouveau bébé. Et puis, l'avocat s'est tourné vers moi. À ma fille Tiffany, je lègue la maison de plage à Rehoboth et son contenu, ainsi que la lettre ci-jointe à lire en privé. Le silence qui a suivi était absolu. Même l'agitation perpétuelle de Paige s'est arrêtée.
La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée plusieurs fois avant qu'elle ne parvienne à parler. C'est impossible. Howard n'aurait pas. Cette maison était censée revenir aux petits-enfants. Nous en avions discuté. Le testament est très clair, Madame Robertson. La propriété de Rehoboth est léguée au docteur Tiffany Walker, anciennement Tiffany Robertson, sans condition ni restriction. La maison de plage. Je m'en souvenais de mon enfance, avant que les besoins de pêche ne consument tout, quand mon père m'y emmenait parfois seul, et que nous pêchions sur la jetée dans un silence complice. Ces week-ends s'étaient arrêtés quand j'avais environ 8 ans, à l'époque où Pêche commençait sa première série de thérapie. Je n'y avais pas pensé depuis des années. L'avocat m'a tendu une enveloppe scellée, de couleur crème et lourde. L'écriture de mon père éplait mon nom sur le devant. Les deux noms, Tiffany Robertson Walker. Je l'ai glissé dans mon sac sans l'ouvrir. C'est ridicule, s'est exclamé Page. Elle a abandonné cette famille. Elle n'est pas venue à l'enterrement de papa. Elle ne mérite rien. Tu as raison. Je me suis levé, passant mon sac sur mon épaule. Je ne suis pas venu à l'enterrement de papa. Tout comme aucun d'entre vous n'est venu à ma remise de diplôme. Tout comme aucun d'entre vous n'est venu à mon mariage. Tout comme aucun d'entre vous n'est jamais venu pour moi, pour quoi que ce soit. La différence, c'est que j'ai arrêté d'attendre que vous vous montriez il y a longtemps. Vous, apparemment, aviez encore des attentes envers moi. Cela semble être un problème personnel. Je suis sorti de la salle de conférence sans me retourner. Derrière moi, je pouvais entendre les protestations indignées de Page, les pleurs de ma mère et le murmure apaisant de Grant, les sons d'une famille à laquelle je n'appartenais plus, gérant des conséquences que je n'avais plus à gérer. J'ai lu la lettre dans ma voiture, garée sur le parking du cabinet d'avocat, car je ne pouvais pas attendre de rentrer à la maison. Tiffany, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et je n'ai jamais trouvé le courage de te dire ces choses en face. C'est l'histoire de ma vie, je suppose, la lâcheté déguisée en maintien de la paix. Je savais ce que ta mère faisait, comment elle donnait la priorité à Page, comment elle te rendait invisible. Je me disais que j'aidais en ne faisant pas de vagues, en maintenant la paix, en laissant les choses passer. Mais je n'aidais pas. Je t'abandonnais, aussi sûrement que si j'avais franchi la porte. Le jour de ta remise de diplôme, je voulais y aller. Je me suis réveillé ce matin-là avec l'intention d'y aller. Mais ta mère était si insistante, si convaincue que Page avait besoin de nous. Et je me suis dit que tu comprendrais. Tu comprenais toujours. C'était ça, le problème, n'est-ce pas? Tu comprenais trop, pardonnais trop facilement, et attendais trop peu. La maison de plage est à toi parce que ces week-ends étaient les seuls moments où j'ai eu l'impression d'être un vrai père pour toi. J'aurais dû me battre plus fort pour les préserver. J'aurais dû me battre plus fort pour toi en général. Mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est te laisser un bâtiment plein de souvenirs et une lettre pleine d'excuses inadéquates. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je te voyais, même quand il semblait que non. J'étais fier de toi, même quand j'ai échoué à le montrer. Et je t'aimais, même quand mes actions suggéraient le contraire. Sois heureuse, Tiffany. Construis-toi une vie pleine de gens qui sont présents pour toi. Tu ne mérites rien de moins. Papa, je suis resté assis sur ce parking pendant un long moment, pleurant d'une manière que je ne m'étais pas autorisé à pleurer depuis des années. La lettre ne changeait rien, vraiment. Mon père était toujours parti. Ma famille était toujours brisée. Et aucun nombre de mots d'excuses ne pouvait effacer des décennies de négligence. Mais cela signifiait quelque chose, de savoir qu'il m'avait vu. De savoir que quelque part, sous toute sa passivité et sa peur, il avait compris exactement ce qui se passait et s'en sentait coupable. Ce n'était pas suffisant. Ce ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose. La maison de plage est devenue mon sanctuaire. Victor et moi y avons passé des week-ends à rénover, remplaçant lentement les souvenirs douloureux par de nouveaux. Nous avons arraché le papier peint démodé de la chambre principale et l'avons peinte d'un doux vert sauge. Nous avons remplacé les planches usées de la terrasse et ajouté des meubles d'extérieur confortables, où je pouvais m'asseoir avec mon café du matin et regarder l'océan changer d'humeur. Un après-midi, en vidant le garage, j'ai trouvé une boîte de vieilles photographies que mon père avait gardées, cachée derrière du matériel de jardinage rouillé. La plupart dataient d'avant ma naissance, des images de mes parents, jeunes, pleins d'espoir,
et non accablés par la famille qu'ils allaient créer. Mais près du fond, j'ai découvert une petite enveloppe contenant des photos de ces week-ends de pêche que nous avions partagés, juste nous deux. Me voilà à 7 ans, tenant une petite limande avec une expression de pur triomphe. Une autre me montrait à 8 ans, endormi sur une chaise longue avec un livre tombé sur ma poitrine. Une troisième capturait mon père et moi sur la jetée au coucher du soleil, des silhouettes contre un ciel orange, debout l'un près de l'autre d'une manière que j'avais oubliée. Il avait gardé ces photos à part des albums de famille, cachés, presque comme s'il préservait une version de notre relation qui n'avait été autorisée à exister qu'en secret, loin de l'attraction gravitationnelle du favoritisme de ma mère et des besoins sans fin de Paige. J'ai pleuré sur ces photographies d'une manière que je n'avais pas pleuré depuis la lecture de sa lettre. Le chagrin n'était pas seulement pour mon père ou pour ce que nous avions perdu, mais pour ce que nous n'avions jamais été autorisés à construire. Quelque part, à l'intérieur de cet homme passif et fuyant, il y avait eu un père qui m'aimait, qui me voyait, qui voulait plus pour nous que des week-ends volés et des excuses silencieuses. Mais il n'avait jamais trouvé le courage de se battre pour cela, et moi non plus. Victor m'a trouvé sur la terrasse ce soir-là, les photographies étalées sur la table usée par le temps, les traces de larmes séchant encore sur mes joues. « Parle-moi d'eux », a-t-il simplement dit, en s'installant sur la chaise à côté de moi. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des leçons de pêche, des conversations tranquilles, et de la façon dont mon père semblait être une personne différente quand nous n'étions que tous les deux. Je lui ai parlé du jour où ces week-ends se sont arrêtés, quand Paige a commencé sa thérapie et que ma mère a déclaré que nous devions être un front familial uni, ce qui signifiait, d'une manière ou d'une autre, plus de moments spéciaux pour la fille qui n'avait pas de difficultés. Victor a écouté sans interrompre, sans essayer de réparer quoi que ce soit, sans offrir de platitudes sur le pardon ou le deuil. Quand j'ai eu fini, il a pris la photographie de nous sur la jetée et l'a étudiée un long moment. C'est ce que Dorothy reçoit, a-t-il finalement dit. Cette version de toi. Celle qui sait être présente. Celle qui a appris de l'absence ce que la présence signifie vraiment. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Notre fille est née au printemps suivant. Une petite personne parfaite, que nous avons nommée Dorothy, en l'honneur de ma grand-mère, qui avait un jour essayé d'être là pour moi, même si elle n'avait finalement pas pu. Ma mère a essayé de reprendre contact quand elle a appris la naissance du bébé, des cartes, des emails, même un appel à mon hôpital que j'ai refusé de prendre. Paige a envoyé un panier cadeau que j'ai donné à un refuge pour femmes. Grant m'a contacté une seule fois, un bref message disant qu'il espérait que j'allais bien, sans excuse et sans reconnaissance de tout ce qui s'était passé entre nous. Je n'ai répondu à rien de tout cela. La première carte d'anniversaire est arrivée quand Dorothy avait 3 mois, adressée à bébé-fille Robertson Walker, comme si ma mère ne pouvait pas tout à fait se résoudre à reconnaître ni mon nom de mariée, ni le changement de nom qui l'avait précédé. À l'intérieur, il y avait un chèque de 500 € et une note écrite de l'écriture soignée de ma mère, chaque enfant mérite de connaître sa grand-mère. S'il te plaît, ne la punis pas pour nos erreurs. J'ai fait don du chèque à un hôpital pour enfants et j'ai jeté la carte. L'ironie de ma mère invoquant la punition ne m'a pas échappé. C'était une femme qui avait passé toute mon enfance à me punir pour le crime d'être autonome, qui m'avait refusé attention, affection et reconnaissance de base parce que je ne les exigeais pas assez fort. D'autres cartes ont suivi, anniversaires, fêtes, mardis aléatoires où ma mère se sentait apparemment inspirée de me contacter. Chacune étalée, non ouverte, dans une boîte que je gardais au fond de mon placard, une archive grandissante de trop peu, trop tard que je ne pouvais pas tout à fait me résoudre à détruire. Victor m'a demandé un jour pourquoi je les gardais. Des preuves, ai-je dit, bien que je ne sois pas entièrement sûr de ce que je voulais dire. Des preuves qu'ils avaient essayé, peut-être. Des preuves que leur tentative était inadéquate. Des preuves que je n'imaginais pas les décennies de négligence qui avaient conduit à cette rupture, qu'il y avait vraiment eu quelque chose qui valait la peine d'être laissé derrière. Ou peut-être que je les gardais parce qu'une petite partie blessée de moi espérait encore en ouvrir une et trouver les mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Pas tu nous manques ou s'il te plaît, pardonne-nous ou pense à ta fille, mais quelque chose de plus simple et de plus fondamental, nous voyons comment nous avons échoué avec toi. Nous comprenons pourquoi tu es parti. Tu as eu raison de te protéger. Ces mots ne sont jamais venus. Chaque carte, quand j'ai finalement eu le courage de les lire des années plus tard, contenait une variation du même thème, leur douleur, leur confusion, leur stupéfaction face à ma cruauté. Pas une seule fois ils n'ont reconnu leur propre rôle dans la création de la distance entre nous. Pas une seule fois ils n'ont démontré la moindre compréhension de ce qu'ils avaient fait,
ou pourquoi j'aurais pu avoir besoin d'y échapper. Certains qualifieraient cela de froid, d'impitoyable. Un thérapeute que j'ai vu brièvement après la mort de mon père a suggéré que je me tirais une balle dans le pied, que je me punissais en refusant la réconciliation. Mais il n'avait pas compris. La réconciliation exige la reconnaissance. Elle exige que les personnes qui vous ont blessé reconnaissent réellement ce qu'elles ont fait. Ma famille n'avait jamais montré le moindre signe de compréhension de la profondeur de leur trahison. Pour eux, j'étais toujours en train de faire un drame pour une remise de diplôme, de garder une rancune mesquine, toujours la personne déraisonnable dans une histoire où ils étaient des victimes innocentes de mon inexplicable cruauté. Partir n'était pas une punition. C'était une protection. C'était me choisir, après une vie passée à ne pas être choisi. Dorothy a fait ses premiers pas dans la maison de plage, sur la même jetée où mon père m'avait appris à pêcher. Victor a filmé la scène, et je l'ai regardé en boucle ce soir-là, m'émerveillant de cette nouvelle vie que nous avions créée, de cette famille qui fonctionnait réellement comme une. Ma mère est décédée 4 ans après mon père, dans une maison de retraite que j'ai payée anonymement par l'intermédiaire d'un avocat. Je ne lui ai jamais rendu visite, mais je me suis assuré qu'elle ait de bons soins, une chambre privée, tout ce dont elle avait besoin. C'était plus qu'elle n'avait fait pour moi, et peut-être que c'était mesquin, mais cela me semblait juste. Elle était toujours ma mère, même si elle n'avait jamais été très douée pour ça. Paige a contesté la maison de plage lors de la succession après la mort de ma mère, affirmant que notre père n'avait pas toute sa tête. La contestation a échoué de manière spectaculaire, et notre relation, si l'on peut dire, s'est terminée complètement. J'ai 44 ans maintenant, je suis chef de service dans un grand hôpital, marié à un homme merveilleux, mère d'une fille qui sait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle est vue, aimée et valorisée. Ma vie est pleine de manières que je n'aurais jamais imaginées possibles, lorsque j'étais une étudiante en médecine solitaire, attendant une famille qui n'est jamais venue. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'étais resté. Si j'avais ravalé ma fierté après cette remise de diplôme, accepté mon invisibilité, continué d'être la fille responsable qui n'attendait rien et recevait moins encore. Aurais-je cette carrière, ce mariage, ce contentement profond? Je ne pense pas. Je pense que je me serais ratatinée, de plus en plus petite, essayant de me glisser dans un espace qui n'a jamais été conçu pour me contenir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du ressentiment et des regrets. Changer de nom a été la décision la plus impulsive que j'ai jamais prise. Elle est née de la douleur, de la colère, et d'un besoin désespéré de devenir quelqu'un qui ne pourrait pas être abandonné par les Robertson, parce qu'elle n'était tout simplement plus l'une d'entre eux. Mais c'est devenu tout autre chose. C'est devenu la permission de construire une vie selon mes propres termes. La permission de définir la famille par le choix, plutôt que par le sang. La permission d'arrêter d'attendre des gens qui n'allaient jamais se montrer. Ma fille m'a demandé récemment pourquoi elle a un nom de famille différent de certains de ses cousins, les nièces et neveux de Victor. Je lui ai dit la vérité, en des termes qu'une enfant de 9 ans pouvait comprendre, que j'avais eu une famille, autrefois, qui avait oublié comment m'aimer correctement, et que j'avais dû aller trouver des gens qui s'en souviendraient. Mais s'ils apprenaient, a-t-elle demandé, avec l'optimisme sincère de l'enfance. Et s'ils comprenaient et te voulaient de nouveau? J'ai longuement réfléchi à cette question avant de répondre. Certaines leçons arrivent trop tard, ma chérie. Et certaines portes, une fois fermées, sont destinées à le rester. Non pas parce que nous sommes méchants, mais parce que les rouvrir ferait trop mal. Elle a accepté cela avec la sagesse facile que les enfants possèdent parfois. Et je l'ai accepté aussi, finalement, complètement, d'une manière que je n'avais pas tout à fait réussi jusqu'à ce moment. Ils m'ont oublié exprès. Alors, je les ai oubliés en retour. Et ce faisant, je me suis trouvé. Cette décision a tout changé. Elle a changé qui je suis, où je vis, à quoi je réponds. Elle a changé ma compréhension de la famille, de l'appartenance et de l'amour. Mais surtout, elle a changé ma réponse à une question que je m'étais posée toute ma vie sans m'en rendre compte: que se passe-t-il si j'arrête d'attendre des gens qui ne me choisiront jamais? La réponse, s'avère-t-il, est tout.